tir de Battiston. Oh, le but est fait. Oh, le but de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Qui touche le Qui poteau. change tout. Attention, Giresse, but. But de Giresse. Tout en finesse. À la Giresse. Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Oh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Impeccablement mis en place, Regardez ça. Tout a une touche de balle avec Milton. Pour l'instant, et c'est le 3-0. C'est exceptionnel. La qualité des Girondins de Bordeaux. Lilian Lasland met Marseille KO. Mais sur le deuxième ballon, ils sont là. Avec Chalmé, avec Gourcuff. Oh, deux fois. Exceptionnel. Johan Gourcuff. Quel On but. le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou. Après un tel enchaînement. Gourcuff, magique, Bordeaux 3, Paris Saint-Germain 0. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode consacré à la saison 84-85 des Girondins. Tout de suite, nous allons aborder la Coupe d'Europe et l'épopée des Marinés Blancs lors de cette Coupe des Champions 84-85. Voilà une saison historique, une saison exceptionnelle au niveau du championnat. Est-ce que cela va se confirmer en Coupe d'Europe ? Réponse tout de suite. Oui, je pense. Réponse tout de suite. Au premier tour de la Coupe des Champions, lors des 16e de finale, Bordeaux est opposé à l'Athletic Bilbao. Alors, l'Athletic Bilbao est double champion d'Espagne en titre et également vainqueur de la Coupe d'Espagne. J'ai regardé le palmarès de Bilbao. Ouais. En 84, c'est le club qui a remporté le troisième club qui a remporté le plus de titres de champion d'Espagne avec l'Atlético. Bon, derrière le Real et le Barça, c'est sûr. Mais sais-tu combien, dans son histoire de Coupe d'Espagne, a remporté Bilbao ? Je dirais 25. 24, t'étais pas loin. Ouais. Bilbao est champion d'Espagne en 84, devant le Real à la différence de but. 49 points pour les deux équipes, mais une différence de plus 23 pour Bilbao contre plus 22 pour le Real. Et le Barça, quant à lui, est troisième avec 48 points. Donc à un point seulement de ces deux équipes. C'est un championnat très serré. Bordeaux affronte donc cette équipe de Bilbao dans un contexte particulier en Espagne, car les joueurs espagnols font la grève. Ils réclament une meilleure protection sociale, des impôts étalés sur plusieurs années et le respect des contrats signés. Ouais. Ce qui fait que ça donne une situation un peu tendue, puisque les présidents interdisent l'accès aux joueurs professionnels au vestiaire, et ce sont des juniors qui jouent à la place des pros. Ambiance. Donc au match aller, les Girondins accueillent cette équipe de Bilbao sur la pelouse de l'Escure devant 23 989 spectateurs. C'est pas énorme, hein, parce que Bilbao, c'est quand même un nom. Et on compte dans cette équipe de Bilbao plusieurs joueurs internationaux comme Santi Urquiaga, qui est arrière latéral, Andoni Zubizarreta, qui sera le futur gardien du Barça, Manu Sarabia, qui est attaquant, et surtout Andoni Goicoechea, dit le boucher de Bilbao. Est-ce que ça te parle, Andoni Goicoechea ? Est-ce que tu sais pourquoi on en parle si souvent ? Non. Parce que lors d'une rencontre contre le FC Barcelone, il avait blessé d'un tacle abominable Diego Maradona à la cheville, qui fait que l'Argentin a été éloigné plusieurs mois des terrains et a dû se faire opérer de la cheville. Et lors de la finale de la Coupe entre le Barça et Bilbao qui a eu lieu en 84, qui est le dernier match de Maradona sous les couleurs Blaugrana, la rencontre s'est finie par une baston générale assez impressionnante. J'ai vu les images, c'est violent. Et cette équipe basque est composée de joueurs 100% basques, à 100%. Et c'est une opposition pas de style, mais de prestige, enfin comment dire,
de réputation parce qu'on oppose une équipe une équipe composée 100% de joueurs locaux contre les stars bordelaises, dont certaines viennent de l'étranger, comme Chalana, même s'il est absent, ou Dieter Müller, ou Gernot Rohr. Bordeaux s'impose. C'est pas des stars. Bah si, parce qu'en fait, c'est quand même des stars. T'as Giresse, t'as Tigana, t'as Baptiston. C'est des joueurs Ah oui, marquants le Gernot Rohr. oui, de la sélection. Après, Oui, Muller, ça c'est sûr. Muller et Rohr, c'est plus des joueurs connus du championnat de France. Mais c'est pas. Ouais. Et Bordeaux a une politique de recruter des joueurs de renom. Ce qui Oui, n'est pas le cas de Bilbao, parce qu'eux forment leurs joueurs et sont contraints par la nécessité de n'aligner que des joueurs basques. voilà. Ils se sont mis un handicap pour pouvoir que les autres puissent gagner. Mais, ouais. Mais ça marche quand même, puisqu'ils sont double champions d'Espagne. Et cette équipe de Bilbao est entraînée par Javier Clemente, qui a été sélectionneur de l'équipe d'Espagne et entraîneur de Marseille en 2001. Ouais. Je crois que un de ses premiers matchs, ou son premier match, c'est contre Bordeaux, et Bordeaux gagne 3-0 en 2001. Il y avait aussi Salinas, Julio Salinas. Oui. Un bon attaquant espagnol aussi. Ouais. Donc Bordeaux s'impose 3-2 grâce à des buts de Müller, Baptiston et Lacombe, contre un but de Ndika Garrochena. Et il y a un autre buteur, mais ils ne le disent pas, tu vois. Non, ça c'est tabou, ça, c'est un secret. C'est tabou, on ne veut pas savoir, c'est le buteur fantôme. Bordeaux a un petit point d'avance, est-ce que ce sera un petit but d'avance, est-ce que ce sera suffisant pour aller dans la cathédrale de San Mamés chauffée à blanc avec 50 000 spectateurs dans un contexte particulier parce que, outre la grève des joueurs, il y a une menace de l'ETA en raison d'exfiltration de prisonniers politiques, enfin je ne sais pas si c'est prisonniers, mais de personnes qu'on supposait appartenir à l'ETA, qui ont été remises à l'Espagne par la France, ce qui fait que l'ETA fait planer des menaces sur la sécurité des joueurs. Les joueurs ne peuvent pas rallier Bilbao en bus, ils sont obligés de prendre l'avion, et à la descente de l'avion, ils seront escortés par la Guardia Civile, qui s'arrête plusieurs fois pour vérifier s'il n'y a personne aux alentours qui ait l'intention de nuire aux joueurs. Et c'est à cette période que Giresse déclare que les Girondins ne se posaient pas la question de s'ils allaient gagner, mais de combien ils allaient gagner. Tu vois l'état de confiance dû à leurs résultats et dû à leur assise défensive qu'ils avaient à l'époque. C'était impressionnant. Ah ouais. On compte également peu de supporters girondins et de voitures immatriculées 33 ou de département de Nouvelle-Aquitaine. On ne compte que quelques dizaines de supporters girondins, malgré ce derby européen, parce que c'est pas très loin, hein, Bordeaux à Bilbao et Bilbao. Ouais, c'est ça, l'Espagne. Ouais. Malgré tout, Aimé Jacquet déclarera que les Girondins ont été très bien accueillis, qu'ils n'ont pas été perturbés par ce contexte. Alors le match retour va se solder par un 0-0 et ça va être simple. Dropsy va tout arrêter. Il va tout arrêter, même s'il y a peu d'occasions franches et dangereuses de la part des Basques. Néanmoins, il y aura beaucoup de ballons aériens et Dropsy aura été présent et Dropsy déclara qu'il faudra lui marcher sur le corps pour marquer un but. Bordeaux se montre dangereux par Lassagne, qui est un joueur qui joue au poste d'arrière, latéral, qui centre pour Muller, et la tête de Muller finit dans les bras de Zubizarreta. En deuxième mi-temps, deux têtes font un peu, pas trembler, mais inquiètent les Bordelais, mais Dropsy s'en empare sans problème. Ce qui fait qu'au coup de sifflet final, et grâce à ce score de 0-0, les Girondins se qualifient pour le tour suivant, et ils laissent exploser leur joie comme s'ils s'étaient qualifiés pour une demi-finale ou une finale. Parce que c'est quand même pas rien d'aller obtenir une qualification sur la pelouse du championnat d'Espagne. Dropsy déclare que les joueurs sont très heureux et il a l'impression d'avoir réalisé un exploit. Le football français est en réussite face au club espagnol car la même semaine, Metz élimine le Barça. Est-ce que tu te souviens de ce match ? Metz s'incline 4-2 à domicile, mais va s'imposer 4-1 au Camp Nou contre une équipe de Blaugrana qui avait pris les Messins pas du tout au sérieux, hein, qui pensaient que ça allait être une formalité. Et bien, grâce à Tony Kurbos et Jules Bocandé, les Messins s'imposent.
et se qualifie pour le tour suivant. En Ah ouais. huitième de finale, Bordeaux affronte Bucarest. Il s'impose 1-0 grâce à un but de Müller inscrit à la 35e. Sur une relance de Dropsy, Specht est lancé dans l'axe. Il remonte le ballon et lance Müller en profondeur. L'Allemand se jette et devance la sortie du gardien d'un tacle glissé qui finit dans les buts de Dumitru Morar. Victoire 1-0 devant 29 000 spectateurs le 24 octobre 1984. À signaler, Pierre, que je regarde, mais souvent, Aimé Jacquet ne faisait qu'un changement, ou parfois aucun changement. Et j'ai oublié d'en parler, mais dans l'effectif, je note qu'on est pourvu au milieu de terrain, mais qu'en défense, on a peu de joueurs sur qui compter. Parce qu'on a les titulaires Baptiston, Specht, Touvenel, Rohr. Il y a aussi Tussaud et Lassagne qui peuvent rentrer. Donc ça tourne peu en défense. Et les joueurs vont jouer pas loin de 50 matchs. Et Dropsy va jouer tous les matchs de toutes les compétitions. C'est simple. Donc ça tourne peu. C'est fou, hein. Ouais. Alors que maintenant, il se blesse et tout, il faut des rotations. Mais à l'époque... Mais Trésor en parlait, lui, il ne comprenait pas que les joueurs se plaignaient de jouer tous les 3 jours. Alors que là, tu joues tous les 3 jours, ou presque, avec les rencontres de Coupe d'Europe, et ça se passe bien, quoi. Au match retour, on va assister à une constante. Bordeaux va encaisser un but en début de match par Marine Dragnea à la 9e minute. Mais les Girondins vont tenir bon, vont tisser leur toile et dans lesquelles vont s'empêtrer les joueurs de Bucarest. Et dans un froid polaire, Bernard Lacombe donne la qualification à son équipe à la 111e minute, soit 9 minutes avant les pénaltys. Mais Bordeaux ne tremble pas, Bordeaux ne s'inquiète pas, Bordeaux gère. Et Bordeaux, comme je l'ai dit par rapport à la déclaration de Giresse, Bordeaux sait qu'il va gagner et ce n'est juste une question de temps. Voilà, donc qualification au Stadio Noul Dynamo le 7 novembre 1984. On reçoit en 85 Dniepopetrovsk, club ukrainien. Et là, je peux vous dire que le match retour, attention mes amis, là, ça va être un épisode de Dallas. Donc en quart de finale, devant 35 000 personnes quand même pour un quart de finale. Et Dniepopetrovsk, c'est pas le Dynamo Kiev, c'est pas une équipe. Tu as quelques joueurs soviétiques connus comme Aliek Protasov, mais tu n'as pas de Blokin, de Zavarov, de Belanov. C'est une équipe qui a d'ailleurs, je crois, remporté que 2 titres de champion du RSS, mais qui est championne en titre là. C'est pas une équipe très, comment dire, dont on parle le plus quand on évoque le football soviétique. Ouais. Les Girondins savent qu'un déplacement compliqué les attend, donc ils prennent la rencontre par le bon bout. Ça commence fort. Chalana lance Giresse qui s'infile dans la surface et centre. Malheureusement, Müller rate sa reprise au point de pénalty. Les Girondins dominent de la tête et des épaules le début de match contre des Soviétiques qui semblent lents et empruntés. 9e minute. Lacombe est touché à l'entrée de la surface. Il est d'abord crocheté, mais il se relève rapidement et ouvre le score du gauche. L'Excure exulte. Par la suite, la domination se poursuit. Giresse glisse à Lacombe, puis l'attaquant est déséquilibré dans la surface. Pénalty pour Bordeaux. Müller s'en charge sur la droite de Krakowski, qui se détend bien et repousse la tentative de l'Allemand, qui est inconsolable. Ce pénalty va relancer un petit peu les Soviétiques dans la rencontre. Ils réagissent d'abord avec un coup franc lointain qui passe à côté. Et c'est Pouchkov qui se charge de ce coup franc. Giresse reprend ensuite de voler légèrement au-dessus. Giresse, toujours lui, reprend à ras de terre une passe et son tir finit dans le soupirail de Krakowski, excellent gardien soviétique par ailleurs. 43e, les Soviétiques remontent le ballon calmement, ils ne sont pas trop pressés, ce qui fait que Liuti est lancé dans le dos de la défense girondine. Il devance Rohr et la sortie de Dropsy pour égaliser dans un silence de cathédrale. Juste avant la mi-temps, Giresse trouve Lacombe, qui dévie de la tête pour Müller. Là, Lacombe fait encore parler son jeu de déviation et de remise exceptionnel. Toutefois, la reprise de l'Allemand termine directement sur le portier de Dniepopetrovsk. Deuxième mi-temps.
Girard récupère le ballon après un corner girondin. Il se bat et donne à Lacombe dans la surface. L'ancien Lyonnais contrôle, se retourne et frappe, mais Krakowski se couche bien. Tigana s'essaye ensuite de loin 2 fois, en vain. Coup franc de Giresse, tête de Lacombe à côté. Ensuite, les Girondins vont essayer de marquer ce but qui leur permettrait d'aborder le match retour avec un but d'avance, mais ils n'y parviendront pas. Girard reprend de loin, mais Krakowski repousse. Et en fin de match, Protasov, allié Protasov, marque un but qui est annulé pour un hors-jeu inexistant. Dernière action, Tussaud, qui a remplacé Chalana, centre sur la tête de Muller, comble de malchance, le ballon finit sur la transversale des buts soviétiques. Score final 1-1, et les Girondins abordent le match retour dans l'obligation de gagner en Ukraine, parce que c'est le seul moyen pour eux de se qualifier. Oui, et donc Pierre, ensuite nous passons à ce match retour à Dniepro-Petrovsk, contre Dniepro-Petrovsk. Oui, car comme tu l'as sous-entendu, le match n'a pas lieu à Dniepro-Petrovsk, car il s'agit d'une ville qui est classée zone stratégique en raison de la présence d'usines de missiles. Le match a lieu à Krivoy Rog, à 130 km de là. Bon, 129 pour être tout à fait précis. Donc, les Girondins se déplacent en avion à l'aéroport de Mérignac. Ils doivent emprunter un engin de l'Aéroflot, qui est la compagnie d'aviation soviétique, comme c'est la coutume à l'époque pour se rendre en URSS. Claude Bèze n'est pas de cet avis et dit « niet ». Il déclare « Je suis français, je ferai travailler Air France. Hors de question de payer les Russes. » Et il obtient gain de cause. Donc la délégation girondine, qui compte 112 personnes, s'envole à bord d'un vol Air France et fait escale à Kiev. Lorsqu'ils arrivent à la douane, les autorités soviétiques veulent que les joueurs passent en premier. Bèze monte au créneau et répond « La douane, nous la passerons tous ensemble. Ou pas du tout. Sinon, je reprends l'avion et nous rentrons à Bordeaux. » Il obtient également gain de cause. Il faut donc, une fois la douane passée, et lors de ce passage de douane, le cuisinier a bien eu du mal à faire passer ses aliments frais, il faut embarquer pour Krivoy Rog. Et pourquoi des aliments frais alors? Je ne sais pas. Peut-être que ce qu'on leur aurait donné n'aurait pas été au goût des joueurs. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que le borsch ou les pilmeni sont pas du goût des sont pas du goût des joueurs. Ah voilà. Alors que c'est très bon, hein. C'est très bon. Oui, il s'est bien préparé en tout cas. Ah oui. Petit cyanure, pardon. Alors, il faut embarquer pour Krivoy Rog, qui est une ville d'ordinaire interdite aux étrangers pour raisons stratégiques et qui ne compte qu'un seul aéroport militaire sur lequel aucun avion occidental ne s'est jamais posé. Donc là, c'est un peu compliqué quand même ce déplacement. Et c'est un pilote local qui prend les commandes de l'avion, car les cartes doivent rester secrètes. On annonce toutefois un brouillard pas possible au-dessus de la ville, empêchant l'avion de décoller. Impossible de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Les Soviétiques proposent alors aux Bordelais de prendre le train avec 8 heures de voyage. Départ 20 heures, arrivée 4 heures du matin. Claude Bèze dit « niet » à nouveau. Les Girondins tentent de négocier un report de la rencontre de 24 heures, en vain. Les discussions vont bon train avec un représentant du ministre des Sports soviétique. Et à la suite de ces discussions, Bèze déclarera « La parole soviétique ne vaut rien. Ambiance. » Pour la petite histoire, Claude Bèze demandera à son interprète de dire au représentant du ministère des Sports soviétique qu'il est un con, et l'interprète refusera. Pourquoi? Je l'ignore. Le lendemain, Bèze retrouve ses esprits, parce qu'il y a quand même une qualification en demi-finale en jeu, et tout le monde prend l'avion pour Krivoy Rog. Ils arrivent à 14 heures, quelques heures seulement avant le début du match. Le match... Comment? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le match a lieu sur un terrain pourri, gelé,
devant un public chauffé à blanc, devant l'arrogance affichée par les Français. Je pense que la presse n'a pas dû y aller main morte sur le comportement de Bez à la douane. Encore une fois, les Girondins concèdent l'ouverture du score par Lysenko à la 12e minute. Mais ils tiennent bon. Qui n'est pas un dissident. Non. Ils tiennent bon. Il n'est pas le dissident qui a été un opposant qui était à l'époque en Russie, là. Lysenko. D'ailleurs, tu me dis dissident et je te réponds Sidan. Alors, les Girondins vont, sûrs de leur force, vont mettre leur jeu en place, vont tisser leur toile d'araignée à nouveau, et vont égaliser par Tussaud d'un magnifique coup franc dans la lucarne à la 75e minute. Les Girondins atteignent les prolongations. Pas de but marqué pendant ces prolongations. Ce qui fait qu'une séance de tir au but a lieu. Et les Girondins s'imposent 5-3 lors de cette séance. Lysenko, Kuznetsov et Pushkov réalisent leur tir au but. Alors que Battiston, Giresse, Lacombe, Specht et Chalana, nous y reviendrons immédiatement, réalisent le leur. Bordeaux s'impose 5-3. Et sur le dernier tir au but, Chalana, qui est gaucher, prend une course d'élan comme s'il était droitier et transforme son penalty du pied droit. Interloqué à la fin du match, ses coéquipiers lui demandent « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et lui répond « Mais quel est le problème ?» Et Alain Giresse reviendra sur cette rencontre et justement sur le fait d'être arrivé que quelques heures avant sur place. Il dit « Comment on joue après ça ? Des situations comme ça, il y a 2 cas de figure. Ou vous êtes complètement laminé et vous êtes amorphe, ou vous avez une équipe qui a du caractère, un mental et qui se mobilise. Et on était comme ça. On a puisé dans nos ressources psychologiques en se disant tout ce qu'ils nous ont fait, ils vont le payer. C'est dans cet état d'esprit qu'on est rentré sur le terrain. On aurait pu être balayé et au contraire, on a affronté l'adversité en se disant qu'on allait tout mettre. On l'a fait, on a réussi, on l'a emporté au pénalty avec le fameux pénalty de Chalana, qui était le dernier frappeur. On savait très bien qu'il était coché, il se met en position comme s'il était droitier. On le voyait du rond central, on se demandait ce qu'il fait. Il frappe du droit, il la met au fond, et voilà, on est qualifié. On lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Il nous a répondu, mais quel est le problème ? Je lui ai dit qu'il aurait pu nous avertir avant. On est heureux pour la qualification, on se met tous les uns sur les autres, et lui était tout en dessous. On se relève, il ne se relève pas. Il soufflait, on l'avait étouffé. On est ensuite rentré au vestiaire. Le président avait mis un béret basque et une écharpe, et on a tous chanté très fort dans ce grand vestiaire la Marseillaise. Qualification rocambolesque. En demi-finale. Ouais. Donc ce match retour a eu lieu. Alors, je ne vous ai pas donné la date. Le match aller avait eu lieu le 6 mars et le match retour a eu lieu le 20 mars 85 au Stadion Météor devant 45 000 personnes. Demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Bordeaux est opposé à un club mythique, à l'équipe la plus chère selon Michel Drucker du monde, la Juve, la Juventus de Turin. Une fois n'est pas coutume, le match aller a lieu à l'extérieur pour Bordeaux. Et c'est le Stadio Comunale, chauffé à blanc également, avec 65 237 personnes, arrivé quelques heures avant le coup d'envoi. Et d'ailleurs, je crois, Guillaume, que tu m'avais dit que les supporters girondins avaient été impressionnés par l'ambiance et par l'organisation des supporters des tifosi italiens lors de ce match. Oui, j'ai lu dans un livre de Julien B. et Laurent Brun, si je me souviens bien, sur les supporters girondins, que lors de ce match, il y avait eu des supporters qui s'étaient fait prendre leur drapeau par des supporters de la Juventus. Et donc, ils avaient vu qu'il fallait qu'ils soient mieux organisés, que ça avait été à l'origine de la création des Ultras quelques semaines plus tard. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Et il me semblait qu'il y avait une affaire de banderoles ou de drapeaux volés au match aller. Voilà, pris par les autres, par les Italiens. Donc Bordeaux affronte la Juve qui a éliminé Ilves, un club finlandais, le Grasshopper Zurich et le Sparta Prague pour en arriver là.
La Juve qui compte dans ses rangs 4 champions du monde, en la personne de Cabrini, Scirea, Tardelli et Rossi. Paolo Rossi, c'est le Ballon d'Or 82 et le meilleur buteur de la Coupe du Monde 82. Ouais. Ça va, bon. Quand tu sais également que la Juve compte dans ses rangs Michel Platini, champion d'Europe avec la France en 84, Ballon d'Or en 83 et 84, joueur de l'année en 84, je m'arrête là ou je continue? Meilleur buteur de Serie A en 83, 84 et 85 et meilleur joueur de Serie A en 84. Bon. La Juve compte également Zbigniew Boniek, attaquant polonais légendaire, très rapide et puissant. Et la Juve est entraînée par Giovanni Trapattoni, qu'on a connu, hein, Guillaume, tu te souviens, quand il était venu avec la Fiorentina à Bordeaux en 99. Ah oui. Bel homme, belle coupe de cheveux et bien habillé, un beau caban, tu sais, à l'italienne, là, costume plus imperméable, vraiment la classe. Ah oui. Et Trapattoni, c'est avec la Juve en 84, 5 titres de champion d'Italie, enfin en 84. En 85, parce que la Juve ne sera pas championne en 85, ce sera le Hellas Vérone. Mais depuis son arrivée à la Juve, jusqu'en 85, il a remporté 5 titres de champion d'Italie, une Coupe des Coupes, une Coupe de l'UEFA. Bon. Pour ce match, Chalana est titulaire. Aimé Jacquet décide de ne pas faire d'individuel sur Platini, car il déclare que peu de joueurs savent le faire et que ça aurait été une catastrophe que de marquer un seul joueur quand tu vois le talent offensif avec Boniek, Rossi, Briaschi des Italiens. Ça aurait été une catastrophe de ne se concentrer que sur un seul joueur. Le début de match est très difficile pour les Girondins qui sont acculés sur leur but. Ils sont acculés, mais ils ne concèdent pas forcément d'occasions très franches ni dangereuses. Hein. Mais les Turinois se rapprochent peu à peu. En début de match, Cabrini, alors ça c'est une honte absolue. La honte commence là. Enfin, les décisions honteuses. Cabrini découpe Girard et Tigana. Il fait valdinguer le milieu de terrain bordelais Tigana. Et il réussit l'exploit de mettre une béquille dans la cuisse de Girard et de s'essuyer les crampons sur son mollet. Sur les images, on voit que Girard se tient la cuisse, mais qu'à aucun moment il se tient le mollet. Pourtant, sur un corner, Dropsy fait remarquer à Girard que le ballon est tout rouge et que la chaussette de Girard, pourtant bleue, est pleine de sang. C'est normal, puisqu'au final, Girard devra céder sa place et se faire poser 28 points de suture. 28 points de suture. Sachant que Ce qui laisse de marbre l'arbitre suisse de la rencontre. Oui, hein, qui roulait en Ferrari. Mais Ferrari. Oh là là, je dis ça au hasard. Je dis ça comme ça. 28 points de suture. Girard doit sortir à la 32e et être remplacé par Touvenel. Et quand il sort du terrain, il ne boite pas. Hein. Il sort comme si. Je ne dis pas qu'il cavale, mais il ne boite pas non plus. Hein. Donc. Quel acte simulation, monsieur l'arbitre. Joueur solide, hein, franchement, René Girard, un guerrier parce que. Et Cabrini s'en tire sans rien. Bref. Première action chaude, un corner est joué. Un centre arrive dans la boîte et Boniek envoie une tête à direction des filets qui est bien capté par Dropsy. À noter que le terrain était très dur selon Aimé Jacquet et qu'il a été arrosé juste avant la rencontre, enfin quelques heures avant, ce qui fait qu'il est très humide et glissant. Les Italiens inquiètent à nouveau les Girondins par une tête de Platini, mais Dropsy est vigilant. De son côté, Bordeaux a du mal à aller au bout de ses actions et la Juve fait parler sa puissance. 28e minute. Platini est touché dans le rond central. Pas attaqué, il a tout le temps de manœuvrer. Tel un quarterback ou Andrea Pirlo, il sert de rampe de lancement à son équipe et lance Boniek d'une magnifique ouverture de l'intérieur du pied. Le Polonais est servi dans le dos de la défense. Il devance Tusso et Battiston et glisse le ballon dans le but. 1-0 pour les Italiens. Le but arrive au bon moment pour ces joueurs de la Juve qui commençaient à s'énerver. Mais ce n'est pas la première fois que Bordeaux est mené en Coupe d'Europe. Ensuite, Rossi centre après un corner joué court. Scirea envoie le ballon à côté des poteaux de Dropsy. Dernière action, Briaschi
frappe à côté des buts de Dropsy. Les Girondins atteignent la pause avec un but de retard. Et de leur côté, les Italiens, en deuxième mi-temps, vont un peu lever le pied, ce qui va un peu énerver leur public. Toutefois, à la 68e, Platini, comme sur le premier but, est trouvé au milieu de terrain. Il trouve Briaschi d'une longue ouverture. Briaschi est à la lutte avec Rohr. L'Allemand passe devant le joueur italien, mais celui-ci le pousse dans le dos des deux bras. Rohr tombe. L'arbitre ne siffle pas. Peut-être qu'il a oublié son sifflet au vestiaire, je l'ignore. Et Briaschi trompe Dropsy d'un coup de patte pour porter le score à 2-0. Et j'ai revu le match avec les commentaires italiens, et même les commentateurs italiens disent que le but n'est pas très réglementaire. Mais ça fait 2-0 pour la Juve. 3 minutes plus tard, Cabrini lance Boniek sur la gauche. Le Polonais élimine son adversaire et rentre dans la surface. Il centre en retrait. C'est un centre peu évident à négocier, à part quand on s'appelle Michel Platini. Platini arrive comme un boulet de canon et reprend de volée. Le ballon tape le sol et bat Dropsy dans un vacarme assourdissant. 3-0 pour les joueurs de la Juve. Et Platini, sur ce match, c'est un but et 2 passes décisives. Voilà. Si. Bordeaux s'incline 3-0 à la Juve et aborde le match retour qui aura lieu le 24 avril, soit 14 jours après ce 10 avril 85, avec un handicap de 3 buts. Mais les Girondins sont vexés avant le match retour. Tu sais pourquoi ils sont vexés? Par les déclarations peut-être de certains. Par la presse qui n'a pas été tendre avec eux. La presse n'a pas été tendre. Bon, après, Bordeaux n'a pas fait un match. Ils n'ont pas été dangereux une seule fois. Enfin, ils ont été très peu dangereux plutôt au match aller. C'est un match qui me fait un peu penser au match contre Parme, tu sais, où on prend 6-0. Ouais. On est vraiment étouffé par cette équipe de la Juve, hein, qui fait, selon Aimé Jacquet, enfin même selon les observateurs, le meilleur match de sa saison. Pourtant, Aimé Jacquet, lui, prépare avec tranquillité le match à Belin-Bellier. À Bordeaux, la mobilisation est forte, puisque le club reçoit plus de 100 000 demandes de tickets. Et sais-tu que le match sera disputé devant 40 211 spectateurs, qui est le record absolu. C'est un record absolu de spectateurs au Parc Lescure. Ah ouais. D'ailleurs, il y aura tellement de monde que Giresse dira certains ont eu le son mais pas l'image, tellement les gens étaient compressés, pressés, et qu'il était difficile de voir quoi que ce soit dans certaines parties du stade. Sud-Ouest titre gonflé à bloc avant la rencontre. Et Michel Drucker, avant de prendre l'antenne, enfin, au moment où il prend l'antenne pour commenter le match, dit « Allez Bordeaux » plusieurs fois. Petite différence avec... C'est beau, hein? Je pense que la France était derrière Bordeaux à cet instant, un peu comme quand Saint-Étienne avait terrassé le Dynamo Kiev ou autre. Petit changement par rapport au match aller, parce qu'au match aller, Michel Platini était venu toquer à la porte du vestiaire girondin pour saluer ses amis d'équipe de France, comme Baptiston, Gigi, Jean Tigana. Cette fois, Girard a dit à Alain Giresse, tu ne salues pas Michel Platini, tu le feras après. Le stade déborde de monde. Et le coup d'envoi est pour les Bordelais. Première action chaude, néanmoins, à mettre sur le compte des Italiens. Rossi s'échappe sur la droite. Il sert Boniek dans la surface qui centre. Heureusement, il ne centre pas en retrait et il centre de manière fuyante. Et Briaschi ne parvient pas à reprendre le ballon. Comme l'avait fait prédire la demande de Girard, Platini n'est pas ménagé par les Bordelais qui n'hésitent pas à faire faute sur lui. Et les Bordelais prennent peu à peu le dessus sur la Juve. Et d'ailleurs, sur ce match, Rohr est au marquage de Platini, hein, en individuel. Et je vous le dis, Platini, on ne le verra pas jusqu'à la sortie de Rohr. Coïncidence, je ne sais pas. 24e minute, Tigana récupère au milieu et s'appuie sur Giresse qui lui remet le ballon. Il touche Lacombe, excentré dans la surface. Mais le formidable joueur d'appui qu'il est parvient à contrôler et à centrer au point de pénalty pour Müller, qui contrôle à son tour et reprend le ballon dans les filets de Bodini. 1-0 pour Bordeaux dans un vacarme assourdissant.
Et j'ai vu sur les images que ça m'a vraiment touché de voir autant de monde à l'Escure. Il y avait une espèce d'engouement, c'était exceptionnel. Franchement, j'ai eu des frissons. Donc, Muller marque à la 24e minute et Bordeaux mène 1-0. Plus que 2 buts de retard. Quelques minutes plus tard, Girard trouve Muller dans la surface en première intention. L'Allemand contrôle, se retourne et frappe. Malheureusement, son tir est capté par Bodini. 1-0, c'est le score à la mi-temps, puisque les Bordelais n'arriveront pas à marquer ce deuxième but. Deuxième mi-temps. Les Marinés blancs montrent qu'ils sont là et ne relâchent pas la pression. À la 55e, Aimé Jacquet décide de faire un remplacement plus offensif. Il sort Rohr, qui a été excellent au marquage de Platini. Il fait rentrer Chalana. Ce qui fait que Platini a un peu plus de marge de manœuvre et les Italiens se montrent un peu plus pressants. Briaschi frappe au-dessus sur l'une des rares occasions de la Juve. Dropsy n'a rien à faire. Et quand je dis que les Italiens se montrent un peu plus pressants, c'est qu'ils se rapprochent du but de Dropsy, parce que Platini a un peu plus de liberté pour orienter le jeu. Mais ils ne sont pas non plus dangereux. Rossi tente de centrer ensuite. Les Bordelais récupèrent le ballon et relancent. Tussaud remonte le ballon comme une flèche, il transperce l'axe du milieu de terrain et frappe de loin à côté. Tigana sert ensuite Battiston qui frappe des 30 mètres. Tiens, ça va lui donner des idées pour la suite. Son missile plongeant passe juste au-dessus de son missile. Mais sa prière. Son missile plongeon passe juste au-dessus des buts de Bodini. Par la suite, Briaschi est trouvé dans la surface, mais ne parvient pas à trouver le cadre. Boniek se présente ensuite face à Dropsy, mais le gardien bordelais sort parfaitement dans les pieds de l'attaquant polonais. Bordeaux va enchaîner les occasions. Sur une passe de Chalana, Tussaud tire largement au-dessus. Après une excellente circulation du ballon, Touvenel centre pour Muller dos au but. Bodini sort, mais l'Allemand devance le gardien transalpin de la tête et sa tentative passe de peu à côté. Et à ce moment-là, les supporters savent que les Girondins ont besoin d'eux et allument tous leur briquet dans les tribunes. L'effet est magnifique. Faute de Bonini sur Giresse. Le capitaine bordelais joue vite et donne à Tussaud, qui envoie une mine détournée au-dessus par Bodini. Les corners se succèdent pour Bordeaux. Sur le corner qui suit cette action, à la 80e, Tigana se charge du corner. Son centre est renvoyé sur Touvenel, qui sert Battiston dans l'axe à 30 mètres des buts. Le défenseur frappe de l'extérieur du droit. Le ballon épouse une trajectoire fuyante, heurte le poteau gauche de Bodini et termine dans les filets. 2-0 à 2 minutes du terme. Et là, il y a un bazar, mais pas possible, dans le stade et je pense dans tout Bordeaux, parce que les Girondins qui poussent, qui obtiennent corner après corner et qui reviennent à un seul but de la Juve sur les 2 matchs, on sent qu'il y a un coup à jouer là. D'ailleurs, l'arbitre qui ne nous a pas été très clément au match aller, là c'est un arbitre espagnol, M. Augusto Lamo Castillo, va oublier un penalty. Boniek se présente dans la surface, Tussaud le découpe, mais l'arbitre ne bronche pas. Merci monsieur, justice est faite. Dans les derniers instants, Tigana, qui est absolument survolté et partout en cette fin de match, part du côté droit, il rentre dans l'axe, s'infiltre jusqu'à l'entrée de la surface, puis s'appuie sur la combe. Le buteur lui remet, l'ancien Lyonnais frappe, Tigana frappe, tout Bordeaux y croit, mais le ballon est repoussé par Bodini. Et Michel Drucker parlera de la frappe de Tigana comme d'un bolide. Toute dernière occasion, suite à un corner, Giresse adresse un coup de patte à Specht qui reprend le ballon au-dessus malheureusement. Après avoir poussé et après y avoir cru, Bordeaux ne peut s'imposer que 2-0, mais réalise un authentique exploit face aux futurs vainqueurs de la compétition. À signaler, tu as vu qu'à la 87e, il y a Stefano Pioli qui rentre pour la Juventus. Oui, et il y a aussi Cesare Prandelli, qui était entraîneur, 2 entraîneurs. Prandelli, je crois qu'il va être entraîneur de Vérone, si je ne dis pas de bêtises, et sélectionneur de l'Italie. Et Pioli, ce sera l'entraîneur du Milan, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui a gagné la Serie A il y a quelques années, là, je crois. Absolument. La fin du match est sifflée.
Mais Jacquet n'est pas déçu. Il avait annoncé que Bordeaux serait rayonnant, et ce fut le cas. Et cette épopée 84-85 fait partie de l'histoire des Girondins. On n'est pas passé loin. On est passé à 2 doigts d'une finale. Une finale qui, malheureusement, verra la Juve gagner. Enfin, je dis malheureusement. Pas parce que la Juve gagnera, mais parce que la finale sera marquée par le drame du Heysel à Bruxelles, qui verra de nombreux morts et de nombreux blessés suite à une charge des supporters de Liverpool au stade du Heysel, actuellement stade du Roi Baudouin à Bruxelles. Mm. Et Ouais. je voudrais vous lire une déclaration de Alain Giresse par rapport au match face à la Juve. Il dit au match aller, il dit l'arbitre suisse est parti en Ferrari. Guernotte est poussé par les 2 mains par Briaski sur un but alors qu'il y a faute. C'est le premier match qu'on joue à l'extérieur au niveau du match aller. On était vraiment dans un contexte du grand match européen. Le contexte, l'ambiance, tout était là. Et c'est cette approche qu'on n'a pas bien appréhendée. C'est ce qui nous a joué des tours. On avait des qualités, mais sur l'approche d'un match de ce niveau-là et d'un premier match, on est passé à côté. Voilà ce qui expliquerait, selon Alain Giresse, cette défaite au match aller. Et au match retour, il dit que sportivement, c'est un regret. Et il dit qu'il y a eu un élan extraordinaire, une mobilisation régionale extraordinaire. Et les gens y croyaient tous à Bordeaux, c'était impressionnant. Voilà. Ah oui. Donc une QV 85-85 exceptionnelle pour les Girondins, puisqu'ils ont fait le doublé. Ils ont remporté plus de points qu'en 84. Ils sont allés plus loin en Coupe d'Europe. Et vraiment, c'est une des plus grandes saisons de l'histoire des Girondins. Et je vais encore faire un parallèle avec 98-99. On s'incline face à une équipe italienne qu'on malmène. Alors, Bordeaux, c'était contre Parme en 99. On les malmène, on les bat 2-1 en match aller. On prend une rouste au match retour. Là, c'est l'inverse. On prend une rouste au match aller et on malmène cette équipe de la Juve au match retour. Donc voilà, encore une similitude avec 98-99, mais au niveau du championnat, Bordeaux est incontesté et incontestable et d'ailleurs remporte le titre 2 journées avant la fin. Est-ce que tu as des souvenirs de cette... Enfin, est-ce que tu as entendu parler de cette saison dans ta carrière de supporter? Ouais, je pense que c'est là où Bordeaux a atteint son apogée historique au niveau du foot français. Même si c'était seulement le 3e titre, c'est le parcours en Coupe d'Europe où on a failli l'emporter. La France vraiment s'est prise d'amour pour les Girondins. Il y avait l'ossature de l'équipe de France qui jouait aux Girondins. Et je pense que c'est cette saison-là qui fait qu'après Bordeaux pourra être considéré comme un club historique. Du football français qui aura marqué l'histoire par cette équipe, quoi, je pense. Après, bon, bien sûr, les restes aussi, il suivra 3 titres supplémentaires, mais bon, c'est quand même là où ça vraiment on aura marqué l'histoire, quoi. Et puis il y a aussi cette épopée européenne rocambolesque, hein, avec tu, pardon, tu vas à Bilbao, c'est la grève en Espagne, tu as les menaces de l'ETA, tu vas à Dniepopetrovsk, tu es en pleine guerre froide, les soviétiques te font suer comme pas possible à la douane, veulent imposer leurs conditions, et puis tu as ce match contre la Juve où tu démérites pas, mais tu t'inclines 3-0, l'arbitre n'est pas de ton côté. Enfin, n'est pas de ton côté, disons qu'il pourrait mettre un carton à Cabrini sur l'attentat qu'il fait sur Girard et refuser le 2e but de Briaski. Et au retour, bah, tu fais vibrer toute la France en passant pas loin de l'exploit, quoi. Donc ça joue. Et on parlait toujours du désamour, enfin du désamour, du fait que Lyon dans les années 2000 n'était pas aimé par toute la France. Je pense que ce qui leur a manqué, c'est une épopée européenne comme celle-ci. Ouais. Et puis aussi, l'équipe de France, à l'époque, était quand même composée de joueurs qui jouaient en France et qui avaient gagné l'Euro. Donc, il y a tout un contexte qui Ouais. fait que Bordeaux est tombé au bon moment à ce moment-là d'être le meilleur club français. Et aussi, je pense que si les gens aiment bien les Girondins, c'est parce que ça rappelle une époque révolue où la France était encore dans la fin des 30 glorieuses, même si la crise avait déjà commencé, mais c'était encore un football qui était émergent. Avec un exploit à l'Euro 84 ou enfin un exploit. Le fait de gagner un premier titre,
le fait que Bordeaux soit la plus grande équipe française à ce moment-là, juste, ça a fait que Bordeaux, même si on n'a pas eu un palmarès aussi grand que Nantes à ce moment-là, ou que Saint-Étienne ou Reims, tout de suite, on est rentré dans la cour des grands, en fait, alors avec seulement 3 titres de champion de France, quoi. Et ça, c'est le fait que il n'y a que Bordeaux qui a eu ça, parce que Marseille, après, c'est plutôt par rapport à leur Coupe d'Europe qu'ils ont gagné en 93 qui sont rentrés dans l'histoire. Mais nous, c'est autre chose. Oui, et puis c'est l'aboutissement d'un long travail entamé en 80, En 77. ou dès 78 par l'arrivée de Claude Bèze, mais en 80, c'était l'arrivée de Jacquet, où on trouve la stabilité, parce qu'en 60, on a Carnaglia et Goethals, il faut dire, Raymond Goethals qui se succèdent et qui ne restent qu'un an chacun. Et quand Jacquet arrive, c'est la stabilité à Bordeaux et on prend des joueurs internationaux pour renforcer cette équipe. Et tu vois, là, on fait un truc très intéressant, c'est-à-dire qu'on conserve l'équipe championne en 84, on ajoute Chalana et Dropsy, enfin c'est surtout Dropsy qui est marquant parce que Chalana, ça a été un flop. On se sépare de joueurs qui ont été des joueurs qui ont rendu service, mais qui n'ont pas été déterminants, comme Zénier et Domenech. Donc c'est aussi un travail des dirigeants et une vision à long terme qui porte ses fruits. Et, ça, c'est vrai que... Et oui, et je voudrais faire un autre parallèle avec 98-99. Bordeaux est champion en 99 après le premier titre mondial de l'équipe de France. Tu vois, il y a ces similitudes-là, en fait. Et ça c'est ça que les Lyonnais, ou même les Nantais, Monaco peut-être c'est différent, mais les Marseillais, c'est que Bordeaux, c'est le seul club quand la France a gagné, bon, à part 2018, mais bon, là, on est dans un autre monde, un foot qui est plus trop intéressant parce que c'est l'argent roi. Bon, là, on peut plus lutter, mais c'est plus vraiment le foot français quoi qui gagne. Bon, c'est un peu polémique, mais là, en 98 ou 99, c'est toujours des Bordelais qui font l'OSA. Enfin, l'équipe de France, il y a quand même 3 Bordelais marquants dedans. Et voilà, comme tu dis, quoi. Et 2000 et 84, pareil. Donc ça, il n'y a que Bordeaux qui a ça, quoi, avec ses armes, ses petits moyens de club, qui n'a pas les moyens de lutter à l'époque du foot moderne, quoi. C'est vrai, et j'ai oublié de le préciser, c'est la première fois en 84-85 que ni Lyon ni Saint-Étienne ne participent au championnat. Ah ouais. Il y a aussi ça, il y a aussi le Saint-Étienne qui est en D2, quoi, qui joue aussi, parce que Saint-Étienne était le club supporté dans toute la France. Bon, qui reste mythique, mais justement, pas tellement par les résultats sportifs depuis 45 ans, mais plus par le fait qu'il représentait un exploit et que la France aime bien les clubs. Enfin, vu qu'on est des petits au niveau football, quand un club comme ça, sorti un peu de nulle part, en plus dans une ville ouvrière, très populaire, arrive à presque gagner la Coupe d'Europe, c'est pour la France, avec nos valeurs un peu populaires, enfin, un pays révolutionnaire, un peu ça. Ça marque plus que quand c'est un club bling-bling, plein d'argent, soutenu par un État, une dictature pétromonarchique. Je ne veux pointer personne qui arrive à gagner une Coupe d'Europe au bout de 15 ans d'avoir entassé les milliards, quoi.